Le national-capitalisme autoritaire, c'est le grand angle de ce vendredi 16 juillet. Compte en commun le Brésilien Jair Bolsonaro, le Hongrois Viktor Orban, le Turc Erdogan et le Chinois Xi Jinping. Ils sont tous les tenants d'un modèle politique, économique et social qui fait concurrence à la démocratie à l'occidentale et que vous nommez le national-capitalisme autoritaire. Ahmet İnsel et Pierre-Yves Hénin, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Ahmet İnsel, vous êtes politologue et économiste, spécialiste de la Turquie. Et vous, Pierre-Yves Hénin, vous êtes historien et économiste. Et vous signez à quatre mains cet essai, Le national-capitalisme autoritaire, une menace pour la démocratie, paru aux éditions Bleu Autour. En Occident, depuis la chute des régimes communistes, le présupposé était que le capitalisme et la démocratie allaient toujours de pair. On a déchanté depuis quelques années. On a déchanté depuis les années 2000 quasiment. Effectivement, il y a eu une période dans les années 90, la fameuse phrase on est arrivé à la fin de l'histoire de Fukuyama. Et puis, les 10 années passées dans les années 90, notamment dans les pays de l'Est et puis dans les pays en transition démocratique, il y a eu des résultats qui sont aujourd'hui sont très critiqués. Il y a eu une libéralisation, un libéralisme sauvage, il y a eu des augmentations des inégalités et puis des montées de populisme, d'autoritarisme que nous constatons aujourd'hui à travers les pays occidentaux d'Europe occidentale, Orban que vous avez cité tout à l'heure, d'Europe orientale, mais aussi la Chine, mais aussi en Brésil ou en Turquie, et on peut citer aussi le nom de Modi en Inde. On va y revenir dans un instant, mais avant ça, on oppose souvent, Pierre-Yves Hénin, les discours droits de l'homiste à l'occidental à une défense d'une identité culturelle et nationaliste. Est-ce que vous diriez que ce sont deux visions du monde qui s'opposent, de cultures qui s'opposent? Eh bien, je ne sais pas si elles s'opposent, mais elles sont mobilisées pour un objectif politique. Un certain nombre de régimes autoritaires recourent effectivement à l'alibi d'une défense de ces valeurs pour se protéger de la pression, notamment de démocratisation, qui semblait irrémédiable il y a une dizaine, une quinzaine d'années, et ce qui a contribué à bâtir ce nouveau modèle, ce nouveau système de défense des autoritarismes. Alors à chacun son ton, mais tous se rejoignent sur le fond. Prenons et écoutons 3 exemples. Les Chinois ne croient pas au mal et ne le craignent pas. Nous ne sommes pas timides et nous ne provoquons pas de troubles. Aucun pays étranger ne doit attendre de la Chine qu'elle fasse des compromis sur ses intérêts. Tout le monde veut nous mordre ou nous arracher quelque chose. Mais ils doivent savoir, ceux qui tenteraient de faire cela, que nous leur casserons à tous les dents pour qu'ils ne puissent plus mordre. C'est évident et la clé en est le développement de nos forces armées. Si vous avez des dollars, des euros ou de l'or sous votre oreiller, allez dans les banques pour les échanger contre de la livre turque. C'est un combat national. Quel est, selon vous, l'exemple le plus parlant de national-capitalisme autoritaire? Le plus dominant, qui est susceptible de dominer, d'avoir une puissance hégémonique, c'est la Chine, évidemment. Mais là, c'est un cas extrême parce que c'est une dictature de parti unique, un très grand pays, une grande ressource économique, politique, sociale, et en même temps une tradition de centralisme très fort. Les autres cas sont évidemment beaucoup plus hybrides, comme le cas de la Turquie ou de Orban, sont des situations où les élections sont là, parce qu'en Chine, c'est la dictature de parti unique, mais ailleurs, il y a des semblants de multipartisme. Et les plus intéressants cas, c'est les cas de Orban et de Erdogan, par exemple, puisque là, nous sommes à la fois il y a des éléments d'une démocratie électorale partielle, mais en même temps un très fort autoritarisme, mais en même temps peut-être la possibilité que le régime puisse changer.
c'est très difficile, mais que le régime puisse changer, qu'il puisse y avoir une alternance. Et évidemment, l'autoritarisme est fait pour verrouiller totalement rendre impossible l'alternance. Économiquement parlant, ce sont des régimes, par exemple, la Chine est une puissance économique, la Russie dispose d'une rente pétrolière, bon, c'est pas une grande puissance économique, mais c'est une puissance militaro-industrielle. Et les autres cas sont des cas où ils sont des pays à régime intermédiaire, à puissance intermédiaire, et ils utilisent leurs ressources idéologiques, nationales, identitaires, pour en faire un moyen économique et politique de pression. Pierre-Yves Hénin, pourquoi aux États-Unis, Donald Trump a échoué à imposer ce système ? Bien, il y avait quand même dans la société américaine suffisamment de résilience par rapport à ces tendances populistes. Je crois qu'effectivement, l'histoire a montré que cette capacité de résistance. Mais on peut quand même s'inquiéter de tendances de fond dans la radicalisation politique qui tente à favoriser, à incruster un modèle de ce type aux États-Unis. Est-ce qu'en France, le risque existe avec le programme économique, notamment du parti d'extrême droite, le Rassemblement national ? Il y a toujours le risque que le Front national puisse sortir d'une élection présidentielle. En tout cas, il est toujours au second tour le deuxième candidat, la candidate du Front national. Évidemment, l'enjeu, c'est les résistances, comme disait Pierre-Yves Hénin tout à l'heure. Comment les institutions peuvent résister ? Est-ce que le Parlement peut résister au pouvoir d'un autoritarisme présidentiel? Est-ce que les institutions judiciaires peuvent résister? La Cour de cassation, le Conseil d'État, et puis la presse. Parce qu'on voit que partout dans ces régimes, en Hongrie, en Turquie ou au Brésil, mais surtout en Hongrie, en Turquie, en Russie, les autoritarismes commencent d'abord à verrouiller la presse. Deuxièmement, mettre la main sur la justice. Et troisièmement, mettre la main sur le système politique, interdire les partis politiques ou empêcher les gens de se présenter. Ça, c'est est-ce que la société civile française, les institutions démocratiques en France seront capables de résister si jamais... Vous le pensez ? Je pense que oui. Dans le cas américain, ça a réussi. Dans le cas français, il n'y a pas de raison d'être plus pessimiste que l'Amérique. Vous êtes un spécialiste de la Turquie. Le président turc a commémoré les 5 ans du coup d'État manqué contre lui. Il a déposé une couronne de fleurs à un mémorial pour les 251 victimes du putsch. Recep Tayyip Erdogan jure que la lutte contre, je cite, les traîtres se poursuivra jusqu'au dernier. C'est vraiment un tournant dans ce régime qu'a mis en place Recep Tayyip Erdogan, ce putsch avorté. Oui, c'est un tournant. Ça lui a permis d'accélérer une dérive autoritaire qui était en cours à partir de 2012-2013. Vous vous rappelez les événements de Gezi, cette immense contestation démocratique contre le pouvoir de plus en plus autoritaire de Tayyip Erdogan. Il y avait une dérive autoritaire et le tentative de putsch qu'il a pu mater lui a permis de mettre en place un régime d'état d'exception et donc du coup de suspendre quasiment la Constitution et de mettre en place, de gérer pendant 2 ans dans un état d'exception, de gérer par décret décret présidentiel le pays, licencier 150 000 fonctionnaires, etc. Évidemment, ce type de régime est un cas extrême dans le national-capitalisme autoritaire, mais la plupart du temps, ce que nous rencontrons en termes politiques et en termes économiques, dans tous les cas de capitalisme autoritaire, une très grande centralisation du pouvoir. Ça, c'est vraiment la marque du national-capitalisme autoritaire. Économiquement, politiquement, une très grande centralisation. Et tous ces régimes reposent aussi sur l'idée d'un homme fort qui s'identifie totalement au peuple, avec la promesse de renouer avec la grandeur rêvée du passé. C'est l'idée de la grande Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Ou de Poutine, de la même chose. Ou de Vladimir Poutine. Pierre-Yves Hénin, est-ce que ça veut dire que la démocratie, en fait, ne fait plus rêver? C'est ça aussi l'autre conclusion? Alors, la démocratie est fragilisée, détournée, même dans le phénomène de personnalisation existe en Occident, même dans les pays constitutionnellement
ne le comporte pas. Prenons l'exemple allemand. Je ne sais pas s'il est central dans la désillusion vis-à-vis de la démocratie, qui effectivement se heurte à beaucoup de difficultés pour résoudre les problèmes auxquels est confrontée actuellement. Elles sont confrontées actuellement. Mmh. Même question, la démocratie ne fait plus rêver. Parce que même dans les pays démocratiques, on a tendance à y attacher moins d'importance. Là, avec la pandémie, on voit que de nombreux pays ont renoncé pour leurs citoyens à un certain nombre de libertés. Est-ce que là, on est à un moment charnière, y compris dans les pays démocratiques? On découvre l'importance de la démocratie quand on la perd. Et, par exemple, je vois la moitié de la population hongroise, les Américains sous Trump, les démocrates américains sous Trump, ou en Turquie aujourd'hui, la moitié de la société civile attachent importance à la démocratie parce qu'ils l'ont perdue. Mais effectivement, il y a à certains moments, du fait peut-être d'une banalisation, du fait aussi d'une fermeture politique dans les régimes démocratiques, d'une sorte d'élitisme technocratique, les effets du néolibéralisme aussi, je crois. Dans le livre, on explique en détail les effets d'une augmentation des inégalités dans les 30 dernières années et qui a créé dans les classes moyennes un sentiment de dévalorisation, de déclassement. Et donc, du coup, une réaction contre ce qui est représentatif le régime de démocratie institutionnelle. Mais du coup, la question qui se pose, c'est comment contrecarrer en fait ce modèle national capitaliste autoritaire, si on part dans l'idée qu'une démocratie c'est mieux, comment on fait? Alors, d'abord, il faudrait... Parce qu'on a du mal à se parler. Non, oui, sûrement, on a du mal à se parler, mais il faudrait aussi comprendre que la démocratie telle qu'elle a été pratiquée aujourd'hui dans le cadre d'une politique néolibérale, d'une mondialisation effrénée avec une mise en concurrence des uns et des autres, etc. Là, il y a eu des dégâts très considérables et je crois que, par exemple, la politique de Biden aux États-Unis, c'est un moyen de revenir un peu sur cet ultralibéralisme ou néolibéralisme qui sapait en même temps les conditions d'adhésion à la démocratie. Mais ça reste inaudible pour les électeurs de Donald Trump. Ça reste inaudible pour les électeurs de Donald Trump, mais au moins il y a eu une majorité d'électeurs qui ont dit non à cette dérive autoritaire. Et espérons qu'en France, en Italie, en Allemagne, il y aura toujours une majorité d'électeurs. Parce qu'il faut voir une chose, c'est que ces autoritarismes arrivent au pouvoir par les élections. Et donc, s'il y a une majorité d'électeurs qui s'opposent d'une manière intelligente, et non pas d'une manière simplement idéologique, mais d'une manière intelligente, en changeant les choses dans le régime, effectivement, là, la démocratie peut survivre. Le national-capitalisme autoritaire, une menace pour la démocratie. Pierre Yvénin, merci d'avoir été avec nous et merci à vous également, Ahmet Insel. Merci beaucoup d'avoir été dans 64 minutes.